Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue au 23e épisode. Bonne année, parce que c'est le premier épisode de l'année. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec celle qu'on ne présente plus. C'est quasiment ma co-host, parce qu'elle est venue tellement souvent. Bonjour Anne-Fleur. Bonjour Chris. Tu vas bien? Ça va bien. Un peu froid, mais en forme. Alors, aujourd'hui, pour fêter cette nouvelle année, j'ai envie de discuter avec toi de qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a déjà commencé à changer dès janvier 2023. Alors, certains, peut-être en ont entendu parler, il y a de nouvelles réglementations qui ont pris effet dès le 1er janvier. Du coup, est-ce que tu me en diras un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, en fait, il y a plusieurs réglementations qui sont entrées en vigueur au 1er janvier ou qui vont bientôt rentrer en vigueur et qui sont liées à la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été promulguée en début 2020. Du coup, la chose dont on a plus entendu parler récemment, c'est la vaisselle réutilisable dans les restaurants de plus de 20 couverts. Dès que des repas sont servis sur place, les restaurateurs ont désormais l'obligation de la servir dans de la vaisselle réutilisable. Et du coup, ça concerne notamment beaucoup la restauration rapide, qui représente un tiers des emballages de consommation hors domicile des ménages français. Donc ça, c'est McDo, Burger King, tout ça. Exactement. Donc ça devrait permettre d'éviter de très nombreuses tonnes de déchets. Alors, tu l'as dit rapidement, c'est tous les restaurants de plus de 20 couverts. Donc, par exemple, les petites boulangeries, petits kebabs ne sont pas concernés. Ne sont pas concernés. Après, s'ils souhaitent aller au-delà de la réglementation et faire appel, par exemple, au service de Emboîte le plat, qui permet d'utiliser de la consigne à Toulouse, ils peuvent tout à fait faire ça. Ok. Donc maintenant, du coup, dès qu'on va au McDo, on a de la vaisselle. C'est ça. En théorie. En théorie. Mais dans la pratique, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Dans la pratique, donc déjà pour rappeler le contexte, ça fait plus de 3 ans que cette obligation est connue, donc il y avait du temps pour se préparer. Oui, voilà, c'est pas quelque chose qui leur a été annoncé le 31 décembre. Demain, il y a de la vaisselle. C'est vraiment quelque chose de un long projet. Et normalement, ils ont eu le temps, quoi. C'est ça, en fait, dès 2019, c'était vraiment une demande phare de Zero Waste France de voter cet amendement dans le cadre de la loi AGEC, qui a été promulguée début 2020, sachant que il y avait pas trop de contestation sur cet amendement, donc c'était assez sûr que ça allait passer dès fin 2019. Donc ça fait bien 3 bonnes années pour se préparer. Après, c'est certain que c'est un vrai changement de modèle pour les enseignes de restauration rapide, vu que tout a été construit autour de l'emballage à usage unique qui est jeté à la fin du repas. Certes, mais il y avait 3 ans, et surtout, on parle pas du petit resto du coin, même si celui-ci est concerné, mais à Toulouse, il y a plus de, comme je disais, il y a des possibilités pour aider les restaurateurs. Mais en tout cas, pour les enseignes, aussi grosses que KFC, McDonald's, Burger King ou Quick, c'est plus difficile d'être souple dans l'application de la loi. Alors, tu l'as dit, effectivement, ça demande un changement d'organisation. Ils ont eu le temps de s'y préparer. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? Là, on est début février. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, Zero Waste France s'est appuyé sur son réseau de groupes locaux partout en France pour enquêter sur le terrain. Et près de 300 fast-food ont été visités du 9 au 22 janvier par les différents groupes locaux Zero Waste, dont le nôtre, qui a vérifié 20 restaurants à Toulouse. Au total, c'est plus de 48 villes qui étaient concernées. Donc là, j'espère que tu vas me faire un petit classement des bons et des mauvais élèves. Alors, plus de la moitié des établissements ne respectent pas la nouvelle obligation. Bravo! Parmi les anciennes visitées, c'est KFC et Quick qui font vraiment particulièrement figure de mauvais élèves. Donc, il y en a, ils n'appliquent pas du tout. Ils n'appliquent pas du tout la réglementation. Et les équipes qui ont été interrogées sur place n'ont pas dit avoir reçu des consignes pour changer ça bientôt. Après, du côté de Burger King, les restaurants visités servent majoritairement des repas sur place dans la vaisselle jetable. C'est-à-dire sur 57 restaurants concernés. Et quant à McDonald's, un restaurant visité sur 4 sert toujours des repas dans de la vaisselle jetable. Donc, tu me dis à peu près 25% des restaurants ne respectent pas la réglementation, qui peut paraître
Ça dépend Ouais. les enseignes. C'est 25% des McDonald's là. Mais par contre, c'est l'intégralité des KFC et des Quick et c'est environ la moitié des Burger King sur les 300 visités à peu près d'enseignes toutes confondues. Donc, pour l'instant, on va dire, il n'y a pas de bons élèves. Il y en a des plus mauvais que d'autres. C'est ça. Et ça fait un mois que la loi est en... Oui. Mais du coup, là, moi, j'ai envie de dire, quand je respectais pas la vitesse, il y a une amende. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, la loi indique que tous ceux qui continueront à utiliser de la vaisselle jetable s'exposeront à une amende de 7 500 € et beaucoup plus en cas de récidive. Le problème, c'est que pour ça, pour le mettre en pratique, il faut des moyens de contrôle adéquats. C'est d'ailleurs pas forcément au mouvement Zero Waste d'aller vérifier si la loi est appliquée. Il y a des policiers qui vont vérifier la vaisselle. Comment ça se passe? Non, pour l'instant, c'est surtout les bénévoles des associations concernées qui sont allés chacun dans les restaurants pour regarder ça. Et Zero Waste France a envoyé un courrier à ces 4 enseignes dont on vient de parler pour les interpeller sur ce manquement de respect à la loi et leur rappeler l'urgence à sortir d'un modèle du tout jetable. Maintenant, à voir pour la suite, sachant que là, on est au balbutiement. C'est une très bonne mesure si elle est respectée, mais c'est juste une première étape parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans tous les cas. Déjà, respecter cette mesure, mais en plus, ça n'inclut pas encore la vente à emporter, la livraison à domicile qui a explosé depuis le Covid. Et aussi, ça ne dit rien, les établissements choisissent un peu ce qu'ils mettent comme vaisselle réutilisable, leur logo en plastique. Est-ce que c'est ça au niveau de la migration des additifs en plastique ou autre? Donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est des contenants réutilisables, standardisés et consignables, qui en plus permettraient aussi de répondre à la question de la vente à emporter, de la livraison à domicile. D'accord, donc oui. Alors, on râle un peu parce qu'on est comme ça, mais ça reste un début de bonne nouvelle en fait. Oui. Et on peut remercier quand même beaucoup Zero Waste France qui a fait un plaidoyer, mais c'est important. Oui, c'est important de le dire parce que souvent on a tendance de l'extérieur à réduire le mouvement zéro déchet à des do-it-yourself sur la lessive. Mais en vrai, c'est aussi beaucoup de travail pour essayer de faire changer la réglementation, les politiques publiques, locales, nationales et même à des échelons plus élevés. Donc ça, c'est important de dire, c'est effectivement une mesure qui a été obtenue grâce à du travail de terrain, du plaidoyer de Zero Waste France. Ok, bon, c'est super. Donc on encourage les restaurateurs à faire un petit peu mieux et on est toujours prêt à leur donner un coup de main s'il y a besoin des conseils, choses comme ça. Je rappelle encore une fois, parce que c'est pas toujours évident, bien entendu, pour un petit restaurant. À Toulouse, on a la possibilité de faire appel à l'association Éthique Emballage qui porte le projet de consigne en boîte le plat. C'est-à-dire, il y a déjà près de, je crois, 70 restaurants, là, début 2023, qui, en fait, utilisent des boîtes en verre réutilisables et consignées, où n'importe quel client peut prendre la boîte et la ramener sur un autre restaurant partenaire. Il y a d'ailleurs, il me semble, un épisode du podcast à ce sujet. Oui, je ne sais plus lequel. Mais il y en a un. Bon, et depuis le début de l'année aussi, les habitants de Toulouse, ils ont dû recevoir un courrier relatif au tri. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, la métropole de Toulouse se met en conformité avec la réglementation également. En effet, depuis le 1er juillet 2022, depuis le 1er janvier 2022, tous les Français sont tous concernés normalement par l'extension des consignes de tri. C'est-à-dire que avant les consignes variaient selon les territoires, selon en fait les capacités, la modernité, les filtres optiques dont sont équipés leurs centres de tri localement. Et désormais partout le tri sera le même en France. Donc c'est sûr, ça facilite. Là à Toulouse, si quelqu'un habite à Montauban, vient travailler à Toulouse et va en vacances le week-end encore ailleurs, il va avoir des consignes de tri différentes à plusieurs moments de la journée. Donc là, maintenant, tous les emballages et papiers se trient dans le bac. Et c'est aussi une autre nouveauté. Le bac de tri est censé avoir la même couleur partout en France. Pareil, pour faciliter les consignes. Donc jaune. Alors, à Toulouse, il y a encore les bacs bleus. On va pas non plus mettre à la poubelle des milliers de bacs bleus. Donc, il y a des étiquettes, des autocollants jaunes qui ont été installés dessus. Donc là, t'es en train de me dire, il n'y a plus qu'un seul bac de tri. Donc on met tout dans ce bac de tri et c'est bon. YOLO. Et voilà, on est sauvé. Non, comment ça on est sauvé?
En fait, l'idée, c'est de vraiment faciliter les consignes. Alors, déjà, dans les ordures résiduelles des ménages, il va rester pas mal de choses quand on les ouvre, qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Il va rester pas mal de choses qu'on pourrait trier, avant même de parler de réduction des déchets. Donc, en simplifiant les consignes de tri, on espère qu'on va récupérer davantage de quelques kilos qui sont encore dans les ordures ménagères résiduelles des ménages. Ensuite, on espère récupérer davantage de certains types de matières à recycler. C'est-à-dire que, par exemple, pour les plastiques, chaque type de plastique, il faut une filière de tri et de recyclage différente. Le PET, les bouteilles en PET ne vont pas se recycler de la même manière que les pots de yaourt, certains types de bidons, enfin voilà, à chaque fois, c'est un type de plastique différent, c'est une filière différente. Mais nous, en tant qu'usagers, on met tout dans le même. D'accord. Voilà, nous, en fait, c'est que les centres de tri sont plus performants. Donc nous, on met tout dans le même. Le centre de tri va, entre guillemets, mieux trier qu'avant et plus équipé qu'avant pour trier et va renvoyer des choses toujours vers l'incinérateur à Toulouse. Par exemple, actuellement, les pots de yaourt, on peut pas les recycler à proximité. Par contre, ils espèrent, comme les consignes sont pareilles partout en France, qu'on va avoir davantage de gisements de certains types de déchets. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple du pot de yaourt, j'espérais que maintenant, partout en France, les centres de tri sont capables de mettre de côté les pots de yaourt par rapport à tous les autres types de déchets et que donc, il y aura suffisamment de pots de yaourt pour créer une filière complète de recyclage des pots de yaourt. Donc là, c'est le cas. En décembre, il y a eu 2 usines qui ont remporté un appel d'offres pour s'occuper des pots de yaourt en Espagne et dans le nord de la Belgique, dans les Flandres. Donc, ça veut dire que nos pots de yaourt français iront là-bas. Donc voilà, après à méditer. Donc c'est une super nouvelle. C'est pas du. En fait, encore une fois, ce que j'ai envie de répondre, c'est le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Tu veux dire que le recyclage n'est pas la solution? C'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est vraiment à la fin, quand on n'a pas du tout pu éviter certains types de déchets. Oui, c'est important de recycler. Après, recycler, par exemple, des produits à usage unique, faits en plastique, qui a fait le tour du monde, qui était à partir de matières fossiles, extraites dans des pays lointains, avec tout le transport, etc. C'est toujours une bonne idée de fabriquer ces produits à la base, quoi. Ouais. J'ai envie de dire que le verre est à moitié plein. Est-ce que j'ai raison? Le pot de yaourt est à moitié. Le pot de yaourt. Voilà, il est pas, je sais plus si il est vide ou plein. En tout cas, il est recyclable. Ouais. Bientôt. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour 2023 au programme? Alors, il y a plusieurs petites choses. Là, une mesure qui est retardée au 1er avril, la fin de l'impression automatique des tickets de caisse, sauf si les clients en font la demande, bien sûr. Et quelque chose qui est bien attendu dans l'année, c'est aussi l'État qui va devoir se prononcer sur la mise en œuvre ou non des dispositifs de consigne des emballages. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et surtout, 2023, c'est la dernière année pour se mettre en ordre de marche pour le tri à la source des biodéchets partout en France. C'est-à-dire que toutes les collectivités ont l'obligation à partir du 31 décembre 2023, C'est-à-dire que toutes les collectivités en France ont l'obligation à partir du 31 décembre 2023 de proposer à tous leurs citoyens un tri à la source des biodéchets, quel que soit le lieu où on habite. Après, est-ce que c'est par compostage? Est-ce que c'est par collecte en porte-à-porte? Est-ce que c'est un point d'apport volontaire? Ça, c'est à la collectivité d'étudier ce qui est le mieux selon les endroits. Mais tous les Français sont censés avoir à disposition un moyen facile de trier leurs déchets alimentaires à partir de 2024. Donc, il reste 1 an pour mettre ça en place. Et également, ce sera le cas pour les professionnels qui devront aussi, quel que soit le nombre de biodéchets qu'ils produisent chaque année, devront également composter ou en tout cas trouver un débouché pour ces biodéchets-là, les trier, quoi. Les biodéchets, on rappelle, c'est environ 1/3 de nos poubelles. Oui. Donc c'est vraiment gigantesque. Oui, non seulement ça va aider à détourner 1/3 de nos poubelles de l'incinérateur à Toulouse ou des centres d'enfouissement ailleurs en France, mais surtout c'est bénéfique pour le climat, la biodiversité et les sols, notamment agricoles. D'accord. Quelque chose d'autre à ajouter? Affaire à suivre. Bon, merci beaucoup Anne-Fleur. On se donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au revoir Chris.